Bonjour à toutes et à tous. On vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire sur la CEP et l'emploi. Et on se réjouit de passer cette heure avec vous. Je me présente, je m'appelle Magali Deppen, je suis en charge des cours et formations pour la Suisse romande. J'ai remplacé Stéphanie, que certains d'entre vous connaissent certainement. Voilà, et ce soir, je suis donc accompagnée de Rachel Borgeaud et Agnès Baumann, qui sont toutes deux assistantes sociales à la société CEP et qui se partageront. Bonsoir. Voilà. Donc aujourd'hui, on souhaitait vous parler de la CEP dans le contexte professionnel parce qu'il nous semble vraiment important que chacun puisse connaître un peu mieux ses droits et ses devoirs. Donc le programme qui nous attend est le suivant. Voilà, donc d'abord on va en fait commencer à discuter un peu de ce qu'on peut faire face à un diagnostic de CEP et comment communiquer finalement ou ne pas communiquer cela à notre employeur. On va ensuite aborder la question des incapacités de travail de courte, moyenne et de longue durée et ce que ça implique pour les personnes concernées. Et puis, on va terminer avec la question de la fin des rapports de travail et la transition vers un nouvel emploi. On prendra une quinzaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant toute la durée du webinaire. Vous pouvez commencer pendant les présentations. Pour ce faire, il faut cliquer sur la petite flèche orange dans votre panel. Donc, ça ouvre votre panel et puis ensuite, vous pouvez écrire vos questions dans l'onglet questions. Et donc, on tâchera de répondre à vos questions à la fin. Pour les questions un peu plus personnelles, n'hésitez pas à nous contacter par après, par téléphone. On vous transmettra le numéro de la infoline. Donc, et puis, s'il y a des questions aussi auxquelles on n'est pas parvenu à répondre, n'hésitez pas aussi à nous contacter par après. Voilà, le webinaire sera ensuite disponible en ligne dans quelques jours. Donc, si vous avez des informations que vous souhaitez rechercher, vous pourrez aussi le visionner à nouveau. Voilà, et maintenant, je laisse donc la parole à Agnès Baumann qui va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Magali. Voilà, donc lorsqu'une personne apprend le diagnostic de CEP, que dire à son employeur? Tout d'abord, les maladies antérieures sans risque sérieux de rechute ne doivent pas être déclarées. Il y a une obligation de signaler uniquement les restrictions ayant une influence sur le travail et s'il existe un risque pour la sécurité. De plus, comme vous le trouvez dans l'article du Fortet numéro 2 de cette année, selon M. Humbert, avocat spécialisé en droit du travail, en principe, on a droit au mensonge légitime. Ça veut dire que la personne n'est pas obligée de répondre par la vérité à des questions irrecevables. Des questions qui concernent notamment l'état de santé général ou des maladies qui n'ont rien à voir avec la capacité actuelle ou future de travailler. Que ces questions soient posées de manière directe ou indirecte, par exemple en demandant quelle rente le candidat ou la candidate perçoit actuellement. Voilà, maintenant je vais vous présenter la situation de Clara. Donc c'est un prénom fictif qu'on va garder tout au long de cette présentation pour vous présenter une situation plus concrète. Clara a 35 ans et est célibataire. Elle travaille à 100% comme réceptionniste dans une entreprise de médias. En 2018, suite à une poussée, un médecin lui annonce le diagnostic de CEP. Ses symptômes, difficultés de concentration, fatigue, troubles sensoriels dans le bras, la main droite, aucune restriction de la capacité de travail. Donc, Clara, elle se pose les questions suivantes. Est-ce que la confidentialité du diagnostic me convient? Est-ce que je me sens confiance dans ma relation avec ma hiérarchie? Est-ce que mes performances au travail sont modifiées par la maladie? On vous conseille de faire une auto-évaluation le plus objectivement possible pour que vous puissiez décider que faire avec ce diagnostic. Les éventuelles conséquences, si Clara garde le diagnostic pour elle, elle pourrait avoir une augmentation des heures supplémentaires pour faire face à la charge de travail,
peut-être un début de cercle vicieux, être seul avec des exigences excessives dans des situations stressantes, et puis se demander qu'est-ce que ma hiérarchie ou mes collègues vont penser si je ne suis plus autant performante au travail. Et puis elle peut souffrir d'un manque d'informations sur sa situation en matière de sécurité sociale. Par exemple, la fatigue, qui est un symptôme invisible de la CEP, ne se voit pas. Donc, les collègues, la hiérarchie peuvent se faire des fausses idées, se dire que Clara n'est plus motivée au travail, par exemple. Et puis, concernant le manque d'informations, voilà, peut-être qu'elle souhaiterait avoir des informations sur son assurance perte de gain contractée par l'employeur, mais elle n'ose du coup pas demander parce qu'elle n'a pas annoncé qu'elle était malade, tout simplement. Donc, dans cette situation, Clara, elle a 3 possibilités. Elle peut ne rien signaler à son employeur, elle peut communiquer ses symptômes lors d'un entretien avec son employeur, mais sans mentionner le diagnostic de la CEP. Et puis, elle peut communiquer le diagnostic et les symptômes de la CEP si elle se sent en confiance. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole à ma collègue Rachel Bourgeot pour le chapitre suivant. Merci Agnès, donc bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je vais reprendre avec la deuxième partie qui concerne l'incapacité de travail de courte moyenne durée. Alors surtout les questions par rapport aux assurances qui peuvent entrer en matière et puis aussi à ce qu'il faut faire par rapport à l'employeur. Alors, si on reprend la situation de Clara, on va dire que malheureusement, Clara a une nouvelle poussée. Elle est en arrêt de travail à 100%, pour le moment pour un mois. Son médecin lui a fait un certificat médical. Donc, son employeur, il ne sait toujours pas qu'elle a des problèmes de santé. Et Clara, face à cet arrêt maladie, elle s'inquiète pour sa situation financière. Elle se demande si elle va continuer de toucher son salaire et pour combien de temps. Alors, ça m'amène donc à vous parler du droit au salaire en cas de maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas du tout d'obligation de l'employeur de souscrire à une assurance perte de gain maladie pour ses employés. Donc au niveau de la loi, il n'y a pas d'obligation. Après, on constate quand même que la majorité, une grande majorité des employeurs maintenant en Suisse ont souscrit à une assurance perte de gain maladie pour leurs employés, donc une assurance collective. Et cela leur permet de toucher des indemnités en cas d'arrêt maladie. En général, c'est pour une durée allant jusqu'à 730 jours, donc ça correspond à 2 ans. L'indemnité couvre en général le 80% du salaire. La prime est payée pour moitié au moins par l'employeur, donc ça veut dire que l'autre moitié, elle est à votre charge, donc ça apparaît dans les charges sociales sur votre fiche de salaire, donc ça vous pouvez voir aussi si vous avez une assurance perte de gain dans votre fiche de salaire. Et puis, il y a souvent des délais de carence ou des délais d'attente qui sont aussi prévus dans ces assurances. Alors là, c'est des généralités, c'est ce à quoi on a le droit en général. Après, il existe 2 systèmes dans les assurances perte de gain maladie, dans l'emploi. Il existe 2 types d'assurances. Donc, il y a les assurances selon la LAMAL, donc c'est la loi sur l'assurance maladie, et les contrats d'assurance selon la LCA, la loi sur le contrat d'assurance. La LCA, c'est maintenant le type de contrat qu'on rencontre le plus. On estime que 90% des assurances perte de gain ont été souscrites selon la LCA, qui est une loi beaucoup plus libre par rapport aux conditions qui vont être mises dedans. La LAMAL, il y a plus de restrictions et puis plus d'obligations de l'assurance. Puis il n'y a que les assurances maladie qui peuvent les souscrire, tandis que la LCA, il y a d'autres assurances aussi qui peuvent les proposer. Et puis, donc, c'est vraiment l'employeur qui va négocier les termes, voir ce qu'il met dedans ou pas. Et puis, ça, bien sûr, aura une influence sur le montant de la prime mensuelle dont lui, il payera la moitié et vous, l'autre moitié. Après, c'est aussi possible qu'il en paye une plus grande partie, mais ça, c'est en fonction des prestations qu'il voudrait lui verser en plus pour ses employés. Après, ce qu'il y a surtout de particulier donc avec ces contrats, c'est qu'ils peuvent être tous différents. Donc, on ne peut pas vous dire, ah voilà, vous aurez droit à ça, ça, ça. C'est vraiment en fonction du contrat. Donc,
pour savoir, vous, ce à quoi vous avez le droit en cas d'arrêt maladie, c'est vraiment important de se référer à la police d'assurance et puis aussi aux conditions générales du contrat qui est établi entre l'employeur et l'assurance. Donc ça, l'employé peut toujours demander à son employeur d'avoir ces documents, d'avoir accès à ces documents, et c'est là-dedans que vous trouverez s'il y a un délai d'attente, un délai de carence, combien de temps vous êtes couvert, à quel pourcentage. Et puis, on peut aussi se référer à son contrat de travail et à la convention collective de travail, parce qu'il peut y avoir des prestations supplémentaires prévues par l'employeur. Par exemple, si vous avez l'assurance perte de gain maladie qui couvre 80%, il y a des employeurs qui disent nous, on comble les 20% restants, en tout cas pour un temps ou pour toute la durée. Donc ça, c'est des prestations en plus de l'assurance que vous octroie l'employeur, et puis ça se trouvera alors plutôt dans votre contrat de travail ou la convention collective de travail. Donc voilà. Après, comme je vous disais, c'est pas une obligation, donc votre employeur n'a pas à souscrire forcément à ce genre d'assurance, même si c'est devenu très commun. Et qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas assuré? Alors dans ce cas-là, si votre employeur n'a pas souscrit à une assurance perte de gain, et qu'il n'y a rien qui est convenu dans le contrat de travail ni dans la convention collective de travail, alors c'est le règlement du Code des obligations qui s'applique. Et là, c'est la couverture minimum. Ça veut dire que, comme vous voyez ça s'appelle l'échelle bernoise. Et selon cette échelle, comme on peut le constater, même après 20 ans de service chez le même employeur, vous n'avez que 6 mois de couverture. Donc là, vous recevez pendant 6 mois votre salaire complet de la part de votre employeur, mais c'est très peu. Donc après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous êtes affilié à l'assurance collective de votre employeur, ça veut dire que votre employeur, il a fait un contrat pour tous ses employés. Mais vous pouvez aussi avoir des assurances individuelles. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez demander, si vous considérez que vous n'êtes pas bien couvert, une assurance individuelle à n'importe quel assureur. Vous pouvez faire une demande d'offre en fonction du montant que vous voulez assurer, pour combien de temps. Après, ça veut dire que les primes sont complètement à votre charge, ce qui peut être assez élevé. Et puis, bien sûr, c'est toujours le souci, comme on est dans un système assurantiel qui prend, où il n'y a pas d'obligation et où les assurances décident toujours d'assurer le moins de risques possible. Si vous avez déjà un diagnostic des arrêts maladie ou une maladie chronique, effectivement, le risque toujours, c'est que l'assurance vous refuse. Donc, c'est pas toujours facile non plus, notamment pour les indépendants, de pouvoir s'assurer en individuel quand on a déjà des problèmes de santé. On verra ça aussi par la suite dans la 4e partie. Ensuite, donc, pour le côté maintenant qu'on a passé un peu au niveau de ce qui concernait les finances, au niveau de la relation avec l'employeur, quand vous êtes en arrêt maladie, c'est vraiment important de garder le contact avec l'employeur. Alors, ça semble effectivement évident, mais des fois, quand on va pas bien, on est en arrêt maladie, c'est peut-être difficile de garder le contact, et pourtant, c'est quand même important. Alors, comme on l'a vu au début, il n'y a pas d'obligation de donner son diagnostic, ses symptômes. Par contre, c'est important de pouvoir l'informer sur la durée prévue de son arrêt maladie, sur le moment où on pourrait reprendre, à quel pourcentage, est-ce que ce serait à temps partiel, à temps complet, les conditions dans lesquelles on peut reprendre. Comme ça, l'employeur, il peut aussi s'organiser, voir s'il y a des aménagements à faire au niveau de l'horaire ou de la place de travail, s'il faut aussi prévoir un remplacement. Si l'arrêt dure 6 mois, c'est pas comme s'il dure 2 semaines, donc là, il faut prévoir un remplacement. Donc, c'est important de garder le contact et puis au moins de l'informer de ces échéances. Après aussi, après un certain temps, souvent, si ça dépasse quand même 30 jours ou que l'arrêt se prolonge un peu, si un médecin du travail dans votre entreprise, vous pouvez être contacté par ce médecin du travail, ou
aussi par les médecins conseils de l'assurance perte de gain maladie qui vous paye donc les indemnités, qui va venir se renseigner auprès de vous sur quelle atteinte vous avez, quelles sont justement vos limitations. Alors là, vous êtes obligé de répondre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces médecins, ils sont aussi soumis au secret médical et ils n'ont absolument pas de droit de divulguer des informations à votre employeur sur votre état de santé. Alors bien sûr, si vous donnez votre accord ou seulement sur certaines choses, bien sûr, ils peuvent communiquer, mais c'est bien sûr toujours en vous demandant votre accord et exactement ce qu'ils peuvent communiquer sur votre situation. Donc voilà, si on reprend un peu la situation de Clara, son employeur, par chance, heureusement, il avait souscrit à une assurance perte de gain maladie selon la LCA. Elle avait un délai d'attente d'1 mois, ça veut dire que l'assurance dans le contrat intervient qu'après 30 jours d'arrêt maladie. Donc les 30 premiers jours, c'est son employeur qui l'a payé à 100%. Et après, comme elle a eu 2 mois d'arrêt maladie dans notre situation, le 2e mois, c'est l'assurance perte de gain qui a pris le relais en lui versant des indemnités à 80% pendant le 2e mois. Et heureusement pour Clara, elle va beaucoup mieux après ces 2 mois d'arrêt maladie. Elle a bien récupéré. Et donc, elle reprend le travail à 100% après cette période de 2 mois d'arrêt maladie. Et puis, elle n'a pas donné plus de détails à son employeur concernant son atteinte à la santé. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de l'incapacité de travail de courte et moyenne durée, on va maintenant parler de l'incapacité de travail pour maladie de longue durée et je vais donc passer de nouveau la parole à ma collègue Agnès. Voilà, alors l'incapacité de travail pour maladie de longue durée, donc je reprends la situation de Clara. Suite à une nouvelle poussée, Clara est en incapacité de travail à 100% depuis 4 mois. Alors elle a décidé d'informer son employeur du diagnostic de CEP et puis son employeur s'est montré compréhensif et soutenant, mais Clara elle s'inquiète quand même car elle ne sait pas si elle va pouvoir reprendre son travail. Elle se demande aussi si son employeur pourrait résilier son contrat de travail et quelles en seraient les conséquences. Donc, concernant la protection contre le licenciement en cas de maladie, il y a un délai qui est dit d'interdiction en cas de maladie qui est de 30 à 180 jours en fonction du nombre d'années de service. Donc ça, vous retrouvez selon l'article 336 alinéa 1 du Code des obligations. Donc, pendant la période de protection, l'employeur ne peut pas la licencier. Et puis, s'il le fait, c'est l'employé qui peut lui signaler qu'en fait, ce licenciement n'est pas recevable. Après l'expiration de la période de protection, le délai de préavis normal s'applique. Donc, la situation de Clara, elle travaille depuis 10 ans dans cette entreprise. Donc, elle bénéficie d'une période de protection de 180 jours. Dans cette situation, le licenciement, ce n'est pas un problème parce que son employeur souhaite la garder, mais elle ne pourra plus travailler à 100% à cause de son état de santé. Donc, elle se demande s'il serait possible de changer de poste ou de réduire son temps de travail et dans quelles conditions. En ce qui concerne la réduction du taux de travail pour des raisons de santé, nous conseillons, si possible, de ne pas réduire son taux de travail spontanément, sans arrêt maladie, et aussi de ne pas renoncer aux indemnités journalières de maladie pour lesquelles on a cotisé. Mais s'il devait y avoir quand même une diminution du taux de travail, il faudrait idéalement faire établir cette diminution pour raison de santé par écrit à son médecin. C'est bien aussi d'informer la caisse de pension, parce qu'en fait, si après il y a une demande AI, l'AI, c'est bien que ça puisse être évalué sur la base du contrat précédent et pas sur le contrat pour lequel on a réduit son taux de travail. Bien sûr, pour toucher les indemnités journalières maladie, il faut des certificats médicaux à remettre à son employeur. En général, ces certificats médicaux sont à donner chaque mois et puis sont à renouveler mois par mois.
Voilà, après 30 jours d'arrêt maladie, il y a une demande qui peut être déposée auprès de l'Office AI. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'Office AI, la réadaptation prime la rente. Donc, le but, c'est de maintenir l'assuré à son poste de travail ou trouver un nouveau poste plus adapté à son état de santé, si possible au plus haut pourcentage. Donc, par exemple, dans une situation, si on fait une demande à l'AI au bout de 30 jours, on fait en général une intervention détection précoce. Et puis, cette intervention détection précoce, elle peut aussi être déposée par l'employeur ou l'assurance perte de gain maladie, pas seulement par la personne assurée. L'assurance perte de gain, elle peut aussi obliger l'assuré à déposer une demande à l'AI. C'est par exemple une condition pour continuer à toucher les indemnités journalières maladie. Donc, si après avoir fait la réadaptation, là, il constate qu'il y a quand même l'assuré ne peut pas travailler à 100%, par exemple, si c'était son taux de travail, il peut lui octroyer une rente en fonction du pourcentage de perte de gain qu'occasionnent ces problèmes de santé. Donc, si vous posez des questions plus approfondies sur l'AI, bien sûr, vous pouvez nous contacter ou bien aussi voir le webinaire CEP et AI qui est disponible sur notre site. Maintenant, la situation de Clara. Donc, Clara a fait la demande à l'AI. L'AI a procédé à des réadaptations de sa place de travail, de ses horaires en collaboration avec son employeur, qui se base bien sûr sur les rapports de ses médecins. Mais l'AI constate que Clara ne peut plus travailler qu'à 50% et lui octroie une demi-rente. Son employeur, qui est content de son travail, lui fait signer un nouveau contrat à 50% avec un cahier des charges plus adapté à ses limitations. Alors bien sûr, ça c'est une situation idéale, mais qui arrive quand même fréquemment. Donc là maintenant, je repasse la parole à Rachel pour la suite. Merci Agnès. Donc moi je vais passer effectivement à la 4e partie qui concerne la fin des rapports de travail et un nouvel emploi après un arrêt maladie. Alors ce qui est important en fait, ce que j'ai déjà dit avant avec l'assurance perte de gain maladie, le souci toujours c'est que quand on est dans un domaine d'assurance, donc comme je vous disais, qui cherche toujours à assurer un minimum de risque. Et puis, quand il ne s'agit pas d'assurance obligatoire, il y a toujours, en cas de risque plus élevé, des réserves qui peuvent être mises par les assurances, voire l'assurance qui décide de ne pas vous assurer, donc de vous exclure complètement. C'est notamment le cas, par exemple, pour les assurances complémentaires ou pour un 3e pilier, quand on a un diagnostic, notamment par exemple de CEP, qui est une maladie chronique, qui n'est pas guérissable, eh ben, vous n'avez plus accès malheureusement à ces assurances qui, comme ne sont pas obligatoires, peuvent tout à fait vous refuser. Et ben, dans le monde du travail, malheureusement, c'est aussi la même chose. On a aussi des assurances qui ne sont pas obligatoires, donc qui peuvent vous mettre des réserves ou vous refuser. Donc, quand, par exemple, une personne commence un nouvel emploi après avoir reçu un diagnostic de CEP ou avoir été en incapacité de travail, alors il y a ces restrictions qui peuvent s'appliquer notamment au niveau de la caisse de pension, donc de la LPP. Alors, pas sur la partie obligatoire parce que la cotisation au 2e pilier est obligatoire en Suisse, donc à partir d'un certain montant, mais voilà. Donc, sauf erreur 21 000 francs par année, mais donc c'est obligatoire, donc on ne peut pas vous sucrer cette partie-là. Donc, même si vous avez des problèmes de santé, quand vous entrez dans une nouvelle caisse de pension, la partie obligatoire minimum, eh ben, celle-là, elle est garantie.
Par contre, s'il y a une partie surobligatoire, parce qu'il y a plein d'employeurs qui prévoient effectivement des contrats plus avantageux pour leurs employés, avec des cotisations plus élevées ou plus de prestations. Et dans ce cas-là, ces parties surobligatoires, elles ne seront pas accessibles pour les personnes qui sont plus risquées au niveau des assurances, donc qui ont déjà des problèmes de santé. Mais normalement, les réserves, c'est pendant maximum 5 ans. Donc, si après, pendant 5 ans, il n'y a pas eu de demande à ces assurances, de demande de rente, des choses comme ça, après, normalement, ces restrictions, elles tombent dans la caisse donc, de pension. Et puis, par rapport à l'assurance maladie perte de gain, effectivement, elle peut aussi émettre, quand vous commencez un nouvel emploi, que vous rentrez dans une nouvelle assurance, elle peut émettre des réserves, voire exclure la personne, notamment l'assurance LCA. La LCA, comme c'est beaucoup moins réglementée, comme je vous disais, elle peut carrément décider de vous exclure, de ne pas vous prendre comme assuré. Après, au niveau de la LAMAL, c'est un peu différent. Eux, ils sont obligés de vous prendre, mais ils vont aussi mettre des réserves sur les maladies que vous avez déjà aussi pendant 5 ans maximum. Donc, ça, c'est important de savoir que malheureusement, on a des réserves et des limites au niveau des assurances, voire qui amènent à des lacunes quand on a déjà des problèmes de santé. Mais malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose parce que vous êtes obligé de déclarer vos problèmes de santé aux assurances. Donc, souvent, quand on commence un nouvel emploi, on doit remplir, comme pour les assurances complémentaires, on doit remplir un questionnaire maladie et puis mettre les atteintes à la santé ou les arrêts maladie qu'on a eus. Et puis, à partir de là, ils peuvent effectivement mettre les restrictions. Si vous ne déclarez pas vraiment, après vous pouvez avoir des soucis parce que si vous demandez des prestations et puis qu'eux, ils se renseignent auprès de vos médecins, ils vous font signer des procurations que vous êtes obligé de signer, sinon ils ne vous versent pas de prestations. Donc après, ils peuvent se renseigner et s'ils voient qu'il y a des choses que vous n'avez pas déclarées, vous pouvez avoir le contrat, il peut être rompu avec l'assurance. Ils peuvent même vous demander des remboursements si vous aviez touché des indemnités, par exemple, déjà pour cette atteinte que vous n'aviez pas signalé au départ. Donc, c'est vraiment important et même au niveau de la loi, vous êtes obligé d'informer votre caisse de pension, l'assurance maladie quand vous avez des problèmes de santé. Après, eux, ils sont aussi tenus au secret professionnel, donc ils n'ont pas le droit de le communiquer à votre employeur. Mais voilà, vous êtes obligé de leur communiquer ces informations. Puis donc, comme on voit au niveau de la couverture perte de gain maladie après un licenciement. Donc, comme on a vu, comme Agnès vous l'a expliqué, il y a une période de protection. Donc, ça veut dire que, en fonction du nombre d'années depuis quand vous êtes dans l'entreprise, vous ne pouvez pas être licencié pendant une période d'arrêt maladie seulement après un certain temps. Mais après ce certain temps, vous pouvez quand même être licencié. Et si vous n'avez pas touché toutes vos indemnités journalières, on pourrait croire qu'elles s'arrêtent à la fin du contrat, mais en fait, ce n'est pas le cas. Vous pouvez continuer à toucher vos indemnités journalières après la rupture du contrat. Et pour ce faire, il faut passer de l'assurance perte de gain collective à l'assurance individuelle. Donc, il faut demander une offre à votre assurance dans laquelle vous êtes déjà assuré pour continuer d'être assuré après la fin du contrat et pouvoir terminer en fait les jours auxquels vous avez le droit, donc maximum 720 ou 730 jours. En général, il y a environ 30 jours de délai pour faire cette demande, donc c'est important de ne pas rater ce délai. Parfois, c'est 90, mais gardons 30 jours en tête, comme ça on est sûr que les délais ne sont pas dépassés. Et de toute façon, l'employeur ou l'assurance sont obligés de vous informer. Alors, quand c'est un contrat selon la LCA, c'est l'employeur qui doit vous informer et quand il s'agit d'un contrat selon la LAMAL, c'est l'assurance qui doit vous informer de cette possibilité. Mais en plus, grâce à ce webinaire, vous serez aussi informé si jamais. Et puis, donc voilà, ça c'est pour que ce qui fait que malgré la fin du contrat, vous continuez de toucher des indemnités journalières. Après,
Ça, c'est si aussi vous n'avez pas forcément tout de suite un emploi après. Mais si vous avez un nouvel emploi, par exemple, vous êtes en arrêt maladie, vous avez une rupture de contrat et vous trouvez tout de suite un nouvel emploi, alors il existe comme un accord sur la libre circulation des personnes, et c'est-à-dire que c'est possible qu'une couverture maladie soit transférée aux mêmes conditions dans une nouvelle assurance, donc sans restriction. Mais ça, il faut que les assurances, elles aient signé un accord entre elles, et donc c'est pas dans tous les cas. Donc, de nouveau, c'est toujours un peu du cas par cas. C'est difficile de vous dire, ah oui, c'est chaque fois comme ça. Mais en tout cas, il existe des possibilités dans certaines assurances où il n'y a pas forcément après de limitation. Après, c'est vrai que si il n'y a pas de travail de nouveaux contrats directement après un arrêt maladie et que vous vous retrouvez par après et que vous devez de nouveau remplir un questionnaire médical, effectivement, il y a des risques de lacunes, de réserves. Et puis, c'est effectivement pas l'idéal, mais comme je vous disais, malheureusement, quand on doit remplir des questionnaires de santé et qu'on n'a pas le choix de dire qu'on a déjà un diagnostic, et ben, ma foi, on perd des assurances. C'est le système des assurances en Suisse. Donc voilà, on a fait un peu le tour au niveau des assurances, de vos droits, de vos devoirs. Alors on n'a pas couvert peut-être tous les champs et toutes les possibilités au niveau de l'emploi, mais disons qu'on voulait vous donner des pistes générales et des informations qui peuvent vous être utiles sans rentrer trop dans les détails. Donc si vous avez des questions, on va passer aux questions. Je vais regarder avec Magali si vous avez déjà des questions pour nous. Après, pour les questions vraiment plus personnelles sur votre situation, comme je vous disais que chaque situation est différente, chaque contrat est différent. Vraiment, on va vous donner notre numéro d'infoline, notre mail, et puis comme ça, vous pourrez sans problème nous contacter pour poser vos questions plus précises sur votre situation. Mais s'il y a des questions d'ordre général auxquelles on peut répondre, on va regarder maintenant. Après, si on n'arrive pas à vous répondre, eh ben, on se renseignera et on vous enverra un petit mail si jamais. Magali, je ne sais pas si tu as quelque chose pour nous. Alors, pas encore. Ah oui, attendez, j'ai quelque chose là. Si jamais pendant que vous écrivez vos questions, moi je peux juste peut-être vous donner la suite. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis en train de lire, il y a une question. Si l'assurance accident de l'employeur n'accepte pas en cas d'accident, qui prend en charge? En cas d'un nouvel emploi, c'est l'assurance maladie collective qui n'est pas obligée de reprendre. Est-ce que pour l'assurance maladie obligatoire individuelle, en cas de nouvel emploi, il n'y a pas de souci? J'ai pas bien compris. Tu peux. Moi non plus, désolée. Tu peux répéter? Oui. Alors, si l'assurance accident de l'employeur n'accepte pas en cas d'accident, qui prend en charge? Mais ça veut dire que là, ouais, alors c'est en fait si c'est pas considéré comme un accident mais comme une maladie, c'est l'assurance maladie effectivement qui devrait prendre en charge. Parce que pour l'assurance accident, c'est très précis les conditions pour que ce soit un accident. Et puis il y a beaucoup finalement après de choses qui passent sous la maladie. Donc effectivement, si l'assurance accident ne prend pas en charge, normalement c'est la maladie. Après, il y a des fois des petites bagarres entre les assurances parce que l'un dit que c'est l'un et l'un dit que c'est l'autre. Mais en général, si ça ne correspond pas aux critères d'un accident, c'est l'assurance maladie qui doit prendre en charge. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Agnès. Ou... Oui, il peut arriver justement qu'au début, ça soit l'assurance accident et puis après, quand ça dure ou s'il y a des conséquences, ça passe à l'assurance maladie, ça peut arriver aussi. Ouais. Effectivement. Il y avait une deuxième partie à la question, donc. Oui, absolument. C'était en cas d'un nouvel emploi, c'est l'assurance maladie collective qui n'est pas obligée de reprendre. Oui, effectivement, si vous avez un nouvel emploi et puis qu'il y a une assurance perte de gain maladie collective, l'assurance collective peut effectivement ne pas vous assurer si vous avez déjà un diagnostic
de CEP, par exemple, avec, pour l'assurance, vous représentez trop de risques. Et comme je disais, comme ce n'est pas une assurance obligatoire, ils ont malheureusement le droit de restreindre leur assurance. Ouais. Il existe aussi, comme tu l'avais dit, Rachel, des fois des conventions entre les assurances et puis ils reprennent le contrat aux mêmes conditions. Ça, c'est l'idéal, mais des fois, voilà, c'est pas assuré en fait. Surtout si on passe pas d'une assurance à l'autre. C'est-à-dire si vous avez une période sans assurance et puis que vous commencez un nouvel emploi avec une nouvelle assurance, mais sans qu'il puisse y avoir une passation de contrat d'une assurance à l'autre, effectivement, c'est plus compliqué. Parce que là, même il n'y a pas d'accord possible vu que vous en aviez pas avant. Et là, effectivement, vous pouvez être exclu du contrat collectif. J'ai une deuxième question qui est que se passe-t-il si on est au chômage? Qui assure dans ce cas-là? Alors, ouais. Non, vas-y, je te laisse. Alors, sauf erreur par rapport au chômage, alors ça dépend aussi ça dépend notamment dans le canton de Vaud, mais je ne sais pas si c'est du coup, je crois que non, c'est cantonal. Dans le canton de Vaud, par exemple, maintenant il y a un droit au chômage. Vous avez le droit à une assurance perte de gain maladie qui va couvrir 6 mois. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Après, pour les autres cantons, vous pouvez aussi demander, du coup, en sortant de votre assurance, quand vous sortez de l'assurance collective à la fin du contrat et que vous retrouvez au chômage, vous pouvez aussi demander de passer dans une assurance individuelle et il y a des accords spécifiques par rapport au chômage. Mais je ne sais pas si toi, Agnès, tu as des informations par rapport à ça, mais moi, il me semble qu'il y a un accès moi, il me semble que justement, quand on est au chômage, l'assureur doit continuer à assurer. Ouais. Ça, il faut aussi demander une offre à la fin. Ouais. Et puis après, là, les primes, elles sont à votre charge. Ça veut dire que vous passez à une assurance individuelle. Mais on peut vraiment aussi garder la collective, je crois, en général. Ok. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que j'avais vu ça, il y a le site, notamment Pro Infirmis, ils ont une partie dans leur site avec tout ce qui est au niveau légal, réglementation. Puis ils ont toute une partie sur les assurances, notamment perte de gain maladie. Et j'avais lu justement que pour les chômeurs, il y a des dispositions particulières. Alors, chômeurs, ils entendent bien qu'il faut être inscrit dans une ORP et puis être en recherche d'emploi. Donc, il ne faut pas être en arrêt maladie. Mais vraiment chercheur d'emploi. Mais effectivement, il y a des arrangements possibles pour pouvoir continuer d'être assuré. Alors, de nouveau, il faut regarder avec son assurance à la fin du contrat de travail et demander une offre, voir combien sont les primes, combien vous êtes assuré, mais c'est possible de continuer d'être assuré. Et comme je disais, je sais que dans le canton de Vaud, le chômage maintenant propose une assurance perte de gain, mais qui est peut-être quelque chose comme 120 jours, je crois, donc ça fait plutôt 6 mois, mais c'est pas valable dans tous les cantons. Alors, j'ai encore une question là. Bonsoir. Avec une situation pareille à Clara, si avec la demi-rente, après plus d'une année, la CEP progresse et la question se pose encore 10 ans à travailler ou lâcher car c'est de plus en plus difficile, même à 50%. Alors oui, bien sûr qu'il peut avoir des révisions de rente. Hein. Après, des fois, il arrive que même après peut-être qu'une année après la décision de la demi-rente, la personne a de nouveau une poussée ou une péjoration de son état de santé. Et puis à ce moment-là, elle peut demander une révision de rente qui est normalement plus rapide que la première décision. Et puis, il n'y a qu'un délai d'attente de 3 mois. Donc, voilà, ça peut être plus rapide. Et puis, il suffit pour ça d'écrire à l'Office AI. Alors, il y a deux solutions. Soit la révision est demandée par l'Office AI, soit la personne elle-même, elle voit son état se péjorer, puis elle demande la révision. À ce moment-là, c'est à elle de fournir les rapports médicaux des médecins. Et puis, voilà, soit de remplir. Il y a aussi un questionnaire de révision qui se trouve sur le site de l'AI,
ou alors elle peut écrire un courrier en expliquant sa demande. Oui, du moment qu'elle a des... Rachel, Ouais. Du moment qu'elle a des arguments, que sa situation se péjore, que son médecin peut aussi mettre en avant, je ne sais pas, de nouveaux examens qui montrent bien que sa situation, elle s'aggrave, effectivement, elle peut toujours demander une révision, comme tu as dit, Agnès. S'il y a des arguments et qu'il y a le médecin qui la soutient aussi dans le fait, par exemple, qu'elle demande une rente entière parce qu'elle ne peut plus travailler du tout, eh ben ça ira. Elle peut tout à fait faire la demande de révision. Et puis obtenir, par exemple, une rente entière. Encore une petite question là. Bonsoir, je n'ai jamais rempli de formulaire sur mon état de santé lors de mon arrivée dans un nouveau poste. Pourrait-il avoir tout de même des réserves? Non, alors si vous n'avez pas dû remplir de formulaire, il n'y a pas de réserve. C'est pas automatique. Alors on constate qu'il y a de plus en plus, mais c'est pas automatique. Et puis si vous n'avez pas dû répondre à un formulaire, bien sûr, ça veut dire que eux ils vous assurent complètement. Donc c'est pas dans tous les cas. Mais si dans le cas vous devez en remplir un, il faut donner les informations. Si on vous les demande pas, c'est que eux ils assurent de toute façon. Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah oui, attendez, il y en a encore une. Oui, mon médecin avait envoyé un rapport, je vous remercie. Voilà. Pardon? Donc le médecin avait envoyé un rapport en fait. Ah oui, donc pour une augmentation, ouais, pour une révision, c'était ça là. Effectivement, s'il y a un nouveau rapport du médecin qui fait état d'aggravation, là, on peut demander une augmentation des prestations de l'AI. Voilà. Très bien. Alors s'il y a... Oui, vas-y, vas-y. Non, s'il n'y a pas d'autres questions, non, je crois que non, il n'y a rien qui arrive d'autre. On peut passer à la suite, je pense. Donc voilà, après, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Nous, on est le conseil social de la société CEP, on est 3 assistantes sociales et une infirmière pour répondre à vos questions. Donc, on est assez complémentaires. Donc, le conseil social, c'est de l'écoute. On vous donne des informations sur vos droits par rapport aux assurances sociales, notamment par rapport à la maladie. On évalue votre situation, puis en fonction, on peut vous orienter dans le réseau. On peut aussi vous accompagner dans les démarches, notamment par rapport à l'AI, parce qu'on sait que c'est vraiment pas simple aussi par rapport aux assurances en général. C'est souvent des formulaires, des démarches assez conséquentes et des fois on se sent un peu perdu, donc n'hésitez pas à nous contacter. Pour nous contacter, donc vous pouvez appeler l'infoline du lundi au vendredi de 9h à 13h, donc au 0844 737 463 ou via notre adresse mail à info@sclérose-en-plaque.ch. Sachez que nos prestations de conseil, elles sont gratuites, donc il n'y a pas besoin d'être membre, de payer quoi que ce soit, donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Puis ces informations-là sur notre numéro de téléphone et le mail, vous les trouvez facilement sur notre site si vous n'avez pas le temps de prendre note. Et puis là, on a le programme aussi de nos prochains cours et formations. Donc le 4 novembre, une soirée d'information sur l'actualité des traitements et le Covid à Lausanne, sauf erreur à Aquatis. Après, du 4 au 25 novembre, il y a un cycle de sophrologie à Fribourg, donc sur 4 jeudis, sauf erreur. Le 10 novembre, il y a la matinée d'information CEP et douleurs à Lausanne. Le 13 novembre, c'est donc un samedi où il y a la rencontre annuelle des jeunes adultes atteints de CEP et leurs proches. Donc, c'est le CEP Youth Forum qui a malheureusement pas eu lieu l'année prochaine, mais qui aura lieu cette année. Et puis, du 22 au 25 novembre, le cours en ligne Happy Morning Challenge pour les motivés du matin qui veulent se sentir bien. Donc voilà, et puis tout notre programme de cours, de formation se trouve sur notre site internet. Il suffit d'aller dans nos prestations et puis dans la rubrique cours et formation pour vous inscrire et voir quelles sont nos offres.
Donc, on vous remercie pour votre participation. On espère qu'on a pu vous apporter quelques éléments, des informations, répondre peut-être à des questions que vous posiez. Si vous en avez d'autres par rapport à votre situation plus particulière, ben vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, on espère vous retrouver bientôt pour un autre webinaire, un cours, une formation proposée par la société CEP. On vous souhaite une toute bonne soirée. Je ne sais pas si mes collègues ont autre chose à ajouter. Non, merci beaucoup Rachel. Bonne soirée à tous. Merci de votre attention. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.